Le premier chapitre de ce cours de physico-chimie de l'atmosphère a pour objectif d'introduire de manière assez générale le contexte et les enjeux. Il est organisé en 3 parties. Dans une première partie, la composition générale de l'atmosphère est présentée. La deuxième partie introduit la pollution de l'air extérieur. Et la troisième partie présente les impacts et les outils qui sont mis en œuvre pour surveiller les niveaux de pollution et appliquer les réglementations. Commençons par la composition de l'atmosphère. Nous voyons sur cette image, prise depuis la Station spatiale internationale, que l'atmosphère est en fait une couche fine au-dessus de la surface de la Terre, qui est composée de différents gaz que nous allons décrire ici. On voit aussi sur cette image que l'atmosphère n'est pas seulement composée de gaz, mais aussi de nuages, c'est-à-dire de gouttelettes d'eau liquide en suspension dans l'air. Dans le cadre de ce cours, on ne va pas s'intéresser spécifiquement aux nuages, mais nous allons voir que les différentes phases, gazeuses, solides et liquides, jouent un rôle important dans les mécanismes physiques et chimiques en jeu. Ces différents mécanismes, chimiques et physiques, sont intrinsèquement liés. On parlera donc dans ce cours de physico-chimie de l'atmosphère. La première question que l'on se pose est de quoi est composée l'atmosphère ? Après leur formation il y a 4,5 milliards d'années par l'effondrement gravitationnel du nuage de gaz et de poussière interstellaire, la Terre, comme les autres planètes du système solaire, avait une atmosphère composée d'hydrogène et d'hélium, des gaz légers. Les gaz peuvent se maintenir autour de la surface grâce à la force gravitationnelle de la planète, qui dépend de son poids. Un gaz peut s'échapper si sa vitesse quadratique est supérieure à 10 fois la vitesse de libération de la planète. La figure représente la vitesse quadratique moyenne de différents gaz, c'est-à-dire la moyenne de sa vitesse d'agitation au carré multipliée par 10 ici, en fonction de la température ambiante. Elle est tracée pour quelques gaz d'exemple, en violet et en bleu pour les gaz de l'atmosphère primitive, donc plus légers. On voit que la vitesse quadratique moyenne augmente avec la température, et puis pour les gaz plus lourds, la vitesse quadratique moyenne est plus faible. La vitesse d'agitation est d'autant plus élevée qu'un gaz est léger et que la température est élevée. Sur la même figure, on a repéré par des points la vitesse de libération pour plusieurs planètes du système solaire, positionnées au niveau de leur température moyenne. La planète ne peut retenir un gaz que si le point qui le représente est situé au-dessous ou proche de la courbe correspondant à ce gaz. Pour les grosses planètes, Neptune, Saturne, Jupiter, Uranus, le point est au-dessus des différentes courbes. Les planètes ont pu garder leur atmosphère originelle composée d'hydrogène et d'hélium. Même ces gaz légers ne s'échappent pas. Ce n'est pas le cas pour les autres planètes. Pour la Terre, les gaz au-dessus du point ont progressivement échappé à son attraction gravitationnelle. L'atmosphère originelle va être remplacée par des gaz plus lourds émis par la surface de la Terre. Des collisions par des petits corps célestes libèrent une énergie importante qui favorise la fusion des roches. Le dégazage induit par l'activité volcanique émet de nombreux composés chimiques dans l'atmosphère. La composition de l'atmosphère évolue progressivement et l'atmosphère primitive est composée d'environ 80% de vapeur d'eau, 15% de dioxyde de carbone et 5% de diazote. Très peu d'oxygène est libéré. Il est rapidement consommé par des réactions chimiques dans l'atmosphère ou à la surface. Progressivement, les bombardements diminuent, ce qui permet de refroidir l'atmosphère. Ce refroidissement va permettre la condensation de la vapeur d'eau et, progressivement, par précipitation, la formation des océans. De nombreux gaz pourront alors être dissous dans l'eau, conduisant à une diminution de leur quantité dans l'atmosphère. Avec l'apparition des océans, va apparaître la vie aquatique. Elle est favorisée par la dissolution de composés atmosphériques dans l'eau, notamment des composés soufrés issus du volcanisme. Les micro-organismes émettent vers l'atmosphère du dioxygène par photosynthèse. Progressivement, la quantité de dioxygène émise devient supérieure à la quantité consommée par oxydation, et le dioxygène peut donc s'accumuler dans l'atmosphère. Sous l'action du rayonnement solaire, le dioxygène est photodissocié, et cela permet la production d'ozone, comme nous le verrons plus tard
dans le cours. Cet ozone va progressivement former la couche d'ozone qui fournit un bouclier contre les rayonnements solaires ultraviolets. La vie en dehors des océans est alors possible. La composition chimique actuelle est en grande partie régulée par les échanges entre la biosphère et l'atmosphère, et puis avec les océans. Ces mécanismes et de nombreux autres ont permis une évolution lente de la composition chimique de l'atmosphère. Actuellement, l'atmosphère est majoritairement composée de 3 gaz. Le diazote représente un peu plus de 78% du volume total, le dioxygène un peu plus de 20,9% du volume total et l'argon environ 0,9% du volume. La masse totale de l'air sec est expliquée très majoritairement par la présence de ces gaz. De nombreux autres constituants chimiques sont également présents et jouent un rôle clé. On a parlé de l'ozone à l'instant par exemple. Ces gaz sont présents dans des quantités beaucoup plus faibles et sont appelés des gaz traces. Ce sont ces gaz traces qui vont nous intéresser en priorité dans ce cours. Il faut préciser que la vapeur d'eau peut être présente dans des quantités importantes en fonction des régions du globe. En plus des molécules de gaz, des particules solides et liquides sont présentes dans l'atmosphère. On a beaucoup insisté sur les gaz, mais différentes phases coexistent dans l'atmosphère. Les molécules de gaz ont une taille de quelques angstroms, soit 10-10 mètres, extrêmement petit. Les gouttelettes d'eau liquide qui forment les nuages et qui proviennent de la condensation de la vapeur d'eau ont une taille de quelques micromètres à quasi 1 millimètre, au-delà de quoi elles précipitent. Ces gouttelettes nous intéressent car un certain nombre de réactions peuvent avoir lieu en phase aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau, via la dissolution dans l'eau de différents gaz. Enfin, la phase solide avec les particules fines ou les aérosols qui ont une taille de quelques micromètres. On parle beaucoup en qualité de l'air de PM, pour Particulate Matter en anglais. Un aérosol est un agrégat de différents composés, formés soit par soulèvement depuis le sol, on pense à la poussière minérale par exemple, soit à partir de molécules de gaz susceptibles de condenser lorsqu'elles sont présentes dans de grandes quantités. La composition d'un aérosol n'est pas unique et dépend des échanges réalisés durant l'histoire atmosphérique du noyau particulaire initial. Comment quantifier la quantité d'un composant dans l'atmosphère? Avant de poursuivre, définissons quelques variables clés. La masse volumique, encore appelée concentration massique ou densité, s'exprime en kilogrammes par mètre cube pour l'air. Mais pour les gaz traces, qui sont présents dans des quantités beaucoup plus faibles, on utilise plutôt des microgrammes par mètre cube, donc 10-6 grammes par mètre cube. Une autre grandeur communément utilisée en chimie atmosphérique est la concentration moléculaire d'un gaz, qui est exprimée en molécules par centimètre cube par convention pour les gaz traces. On a parfois besoin aussi de calculer le total d'un gaz sur une couche verticale de l'atmosphère. Ce total s'appelle une colonne et s'exprime en molécules par centimètre carré, donc par unité de surface. On va par exemple calculer la colonne totale qui représente la quantité totale d'un gaz présent au-dessus de l'atmosphère, au-dessus d'une surface de 1 cm². On exprime parfois la quantité d'un gaz comme une fraction de volume occupé par ce gaz. On a alors la contribution relative du gaz par rapport à l'air sec. On a vu par exemple qu'on a à peu près 20% de dioxygène dans l'air. Cette fraction de volume d'air s'appelle le rapport de mélange. Il est calculé en faisant le rapport entre le nombre de molécules d'un gaz sur le nombre total de molécules dans l'air. Pour les gaz traces, ce rapport est très faible. Plutôt qu'un pourcentage de volume, on va parler de parties par million, ppm 10-6, ou de parties par milliard, ppb 10-9. De même, pour certaines applications, on peut vouloir connaître la contribution d'un gaz à la pression atmosphérique. La pression partielle d'un gaz est calculée en multipliant la pression atmosphérique par le rapport de mélange. Elle est aussi exprimée en pascal. On peut passer facilement de concentration à rapport de mélange si on connaît la masse volumique de l'air, et celle-ci peut être calculée dès lors qu'on connaît les conditions de pression et température. C'est la loi des gaz parfaits qui nous permet de faire ça. Ce tableau décrit les principaux gaz composant l'atmosphère actuelle. On retrouve les gaz majoritaires, diazote, dioxygène, argon, ainsi que la vapeur d'eau. Les composés suivants
sont présents à des rapports de mélange beaucoup plus faibles, quelques centaines de ppm pour le dioxyde de carbone, mais jouent un rôle clé dans les équilibres chimiques et radiatifs de la Terre. En plus du rapport de mélange, la dernière colonne indique le temps de résidence, ou la durée de séjour dans l'atmosphère, qui correspond au temps avant qu'un composé soit éliminé de l'atmosphère. Nous reviendrons sur cette notion. On peut noter qu'il est très long pour des gaz majoritaires et beaucoup plus court et beaucoup plus variable aussi pour les autres gaz traces indiqués dans le tableau. Certains ont un temps de résidence de dizaines voire de centaines d'années, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou l'oxyde nitreux. Ces gaz sont des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique par l'absorption du rayonnement émis par la surface de la Terre dans l'infrarouge. Ils sont surveillés pour leur impact sur le climat. Pour ces gaz bien mélangés sur le globe, les variations de concentration sont relativement faibles et on a choisi d'indiquer une valeur moyenne actuelle en 2022. Les gaz traces ayant un temps de résidence de quelques mois à quelques heures sont beaucoup plus réactifs chimiquement. Ils participent à l'équilibre chimique de l'atmosphère qui sera introduit dans ce cours. Certains sont aussi des polluants en surface et surveillés pour leur effet sur la santé, comme les oxydes d'azote et l'ozone. Leurs concentrations peuvent varier très fortement en fonction de la distance par rapport à une source d'émission et en fonction de l'intensité de la source. Dans le cadre de ce cours, ce sont ces composés réactifs qui retiendront notre attention. Où se situent ces composants? Pour apporter des premiers éléments de réponse, explorons la structure verticale de l'atmosphère. La figure représente les profils de différentes grandeurs physiques et chimiques en fonction de l'altitude à gauche et de la pression à droite. La courbe noire représente la température, la courbe bleue représente la vapeur d'eau, la courbe rouge représente l'ozone et enfin la courbe verte représente la masse de l'air par unité de volume. Concentrons-nous sur la structure verticale. La troposphère est la région sur laquelle on va se concentrer dans ce cours. Elle s'étend de la surface à 8 à 18 km d'altitude. La température diminue avec la masse volumique de l'air dans cette région. Au-dessus de la tropopause et jusqu'à environ 50 km, on a une production d'ozone importante qui forme la couche d'ozone. L'absorption du rayonnement UV par l'ozone, ainsi que différents processus physico-chimiques, conduisent à une augmentation de la température. L'air chaud étant situé dans cette région au-dessus de l'air froid, les conditions sont très stables. Les masses d'air circulent peu sur la verticale, on dit que l'air est stratifié. Cette région s'appelle la stratosphère. C'est une autre région clé en chimie atmosphérique. Au-dessus de la stratosphère, jusqu'à environ 90 km d'altitude, la concentration en dioxygène diminue ainsi que l'ozone et la température. Cette couche s'appelle la mésosphère. Au-dessus de 90 km, la température augmente à nouveau, elle est très fortement liée à l'activité solaire. Le rayonnement solaire intense peut dissocier le diazote et le dioxygène et ioniser les molécules. La masse volumique de l'air devient très faible. Ces régions s'appellent la thermosphère et l'ionosphère. Enfin, dans l'exosphère, la faible attraction terrestre permet aux molécules de s'échapper. Entre ces différentes couches verticales de l'atmosphère, par exemple au niveau de la tropopause, entre troposphère et stratosphère, il y a des échanges de masse d'air. On peut avoir une intrusion d'air stratosphérique dans la troposphère. Ces échanges sont relativement faibles et relativement lents. On a en effet des barrières dynamiques au niveau de ces forts contrastes de température. Ces barrières dynamiques vont fortement limiter les échanges de masse d'air. Pour savoir si un composant est susceptible de s'accumuler dans l'atmosphère, on peut calculer son temps de résidence. On en a déjà parlé. Le temps de résidence d'un composé chimique donné est calculé comme le rapport entre sa masse en kilogrammes et son taux d'élimination dans l'atmosphère en kilogrammes par seconde. On a donc un temps de résidence en secondes. Ce temps de résidence peut être comparé au temps caractéristique du transport de masse d'air dans l'atmosphère. Ce transport par les vents dominants d'ouest est le plus rapide, permettant un échange intercontinental en quelques semaines. Le transport en latitude, depuis les moyennes latitudes vers les pôles ou les moyennes latitudes
vers les tropiques prend en moyenne 1 à 2 mois. Il faut en revanche environ 1 an pour qu'il y ait des échanges entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ainsi, un composé ayant un temps de résidence de quelques heures restera proche de sa zone d'émission ou de production. Il sera éliminé avant de pouvoir être transporté par les vents. S'il a une durée de vie de quelques semaines, un transport intercontinental est possible. Une région source aura une influence sur la pollution dans une région voisine, à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Un composé ayant un temps de résidence de plusieurs années pourra être mélangé sur l'ensemble du globe. C'est le cas, par exemple, du dioxyde de carbone. Cette carte montre un exemple de colonne troposphérique de dioxyde d'azote mesuré par satellite pour un jour de septembre 2020. On a donc ici la quantité totale de molécules dans la troposphère par unité de surface au-dessus de chaque point d'observation. On voit clairement la trace de l'orbite du satellite au sol et on voit aussi que l'observation n'est pas possible s'il y a des nuages. On voit des zones blanches. Le NO2 est un gaz atmosphérique fortement émis par les activités humaines et notamment le trafic routier. On voit donc, sans surprise, des colonnes plus élevées au-dessus des grands centres urbanisés ou industrialisés. Des zones de plus fortes colonnes troposphériques sont aussi présentes dans les tropiques et elles sont en grande partie liées à la combustion de biomasse. Enfin, on a vu que sa durée de vie est de quelques jours, il ne peut donc pas être transporté très loin. On voit qu'au-dessus des océans, sa concentration est très faible ou proche de zéro. En résumé, l'atmosphère est composée majoritairement de diazote et de dioxygène. L'atmosphère est composée de nombreux gaz traces qui ont un rôle clé dans l'équilibre du système Terre-atmosphère. Il y a des aérosols de composition diverses. En fonction de leur réactivité, les composés sont répartis de manière plus ou moins homogène dans l'atmosphère. On trouve de la pollution dans les zones de forte concentration, proches de sources d'émissions, en lien avec les activités anthropiques lorsqu'on regarde des cartes de gaz traces observées par satellite.